Bonjour tout le monde, bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Comment ça va bien? Ah, j'ai pas, il y a des trucs que j'ai pas affichés. Bonjour Elodie. Bonjour. Et voilà qu'on entend bien. Je vais peut-être forcer un petit peu ton micro pour qu'on t'entende super bien. Et voilà, donc merci d'être là. Ça me fait drôlement plaisir. Pas de rien, par ces temps caniculaires. Oui, j'espère que tu es au frais chez toi. Non, 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 mince. absolument pas. Je suis à Lyon, cuit à Lyon. Zut, pas au frais. Tant pis, tant pis. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on va parler d'écriture. Il n'y a pas beaucoup de mystère là-dessus. On évite des gens qui écrivent, on parle d'écriture. Alors, Ça va bien ensemble. Elodie Serrano, autrice de romans. Je pense que c'est ça essentiellement. Est-ce qu'il y a une activité mystère que tu nous caches? Une activité mystère. C'est pas très mystérieux, il y a quand même beaucoup de nouvelles aussi, Il y a malgré des tout, nouvelles même si aussi. dans une bibliographie, les nouvelles deviennent assez vite invisibles. Voilà, big up à Katie Stewart qui en fait un sujet de bataille sur le fait que les nouvelles sont des textes qui ont autant de valeur que les romans, mais parce que j'ai quand même bien publié une vingtaine, donc je me Et considère autant novelliste que romancière. ah ben voilà, mais ça il faut le dire. Est-ce qu'elles sont quelque part sur ton site? Et ben en fait, du coup, elles sont dans l'onglet nouvelles. Voilà, après, ça fait un petit moment que j'ai pas publié les nouvelles parce que j'avais pas trop d'idées et puis parce que ben c'est pas facile de publier des nouvelles. Non, c'est pas Faut dire ce facile de qui est. publier des nouvelles. Ah Ouais, tout oui. court. Mais les nouvelles, voilà, il y a pas. T'es là, t'as tes petits textes, t'es content. Mais oui, ça commence à avoir une petite bibliographie sympa là sur les nouvelles Ouais, aussi. Donc ouais, carrément. il y a pas mal de choses. Oh ben ça va, la dernière c'est 2020 quand même. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, c'est ça. J'ai quasiment pas écrit de nouvelles jusqu'à là, il y a 6 mois parce que entre les corrections, entre le Covid, entre tout ça, fait que il y avait pas trop d'idées qui popaient. Et là, j'ai quelques textes en soumission à droite à gauche, donc on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est absolument pas simple à caser parce que c'est un format. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai et c'est le retour qui m'a semblé avoir un petit peu partout, c'est que c'est pas un format qui a un succès de fou en France, quoi. C'est pas un format qui bénéficie d'autant d'estime qu'il le mérite. Effectivement, si tu parles, tout le monde dans le milieu te dira les entos, ça vend pas, les recueils, ça vend pas. Alors oui, non, ça vend pas quand t'es pas connu, mais bon, quand t'es on peut quand même citer une Sylvie Lenné qui n'écrit que des nouvelles et qui n'est pas exactement quelqu'un d'invisible et de Hmm, discrète. Elle a eu pas mal de prix, elle fait des superbes textes. On a une Mélanie Fazi aussi qui a écrit hmm. quasiment que des nouvelles, je sais plus. Je crois qu'elle a un petit roman, mais enfin dont on remet pas en question le travail, mais effectivement, c'est très difficile de se faire connaître avec les nouvelles et voilà, faut avoir un nom pour vendre un texte enfin, pour avoir fait un recueil de nouvelles chez Malpertu, effectivement, il se vend pas sur la base de juste mon nom, malheureusement. Je suis pas assez connue pour ça, mais Eh bien, il c'est faut pas changer ça facile. tout de suite, voilà. Alors, avis aux gens qui nous écoutent. Allez Non, mais acheter les voilà. nouvelles. Mais c'est pas facile et c'est dommage parce qu'il y a plein de très très belles choses en nouvelles aussi. Oui. Mais oui, on n'a pas autant. Quand je regarde, comme je suis un peu le, le, la- le milieu écriture anglo-saxon aussi, je vois passer pas mal de choses sur les prix. Et ils ont des catégories à part entière, vachement stratifiées et aussi valorisées que les romans en fait. Donc Hmm, je sais ouais. pas. C'est un grand sujet ça. Pourquoi la nouvelle est considérée comme elle est considérée et se vend ou ne se vend pas comme elle se vend ou ne se vend pas en France? Enfin, après, on peut citer 1115 qui a fait un superbe Oui. crowdfunding pour un abonnement à leur collection de nouvelles qui montre bien qu'il y a quand même un intérêt malgré tout pour le format. Oui, il y en a un, il y en a un. Après, je crois qu'il y a sûrement un côté culturel aussi. Et c'est quelque chose qui n'a pas été spécialement mis en avant. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ignorent l'existence de ce format, tu vois, et de ce genre de littérature. Ah oui, Euh, clairement. ouais, hein. Clairement, il y a des gens qui connaissent pas. Moi, je me retrouve à l'expliquer des fois en salon. Oui, c'est un format court. Enfin, je dis c'est un format court parce que le mot nouvelle, ça fait pas forcément. Oui. Mais bah après, enfin voilà, on a une formation au niveau francophone. Pourtant, on est confronté à la nouvelle. Je crois que c'est dans le programme en plus, hein. Parce que moi, j'ai souvenir avoir découvert la nouvelle fantastique justement au lycée
par mon programme de lycée de français et l'étude des textes fantastiques de Théophile Gautier notamment. On a une bonne Ouais, tradition de la nouvelle fantastique en France quand même. c'est vrai, mais après, bon, je sais pas si c'est quelque chose qui marque autant les mémoires, tu vois, des gens. Je sais pas. Honnêtement, si on devait faire un sondage, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait en cours de français en première? Je pense qu'on serait déçus. Bah, moi, ça m'a marqué parce que j'ai lu des textes qui m'ont marqué, dont je me souviens. Mais après, oui, effectivement, tout le monde se souvient pas exactement de tout. Mais Moi, je après, me je pense rappelle avoir été qu'on marquée par Maupassant. Particulièrement Maupassant. bah, nous, en Nouvelle Fantastique, moi, c'était Jetta Torah qu'on avait lu, sur un homme qui est maudit et qui se retrouve à errer dans les ruines de Pompéi, et de voir le passé. Enfin, et il a le mauvais œil, c'est le Jetta Torah, et il est en train de perdre toute sa famille, ça fait mourir tout le monde autour de lui. Enfin, très triste. Je me souviens beaucoup de la prof de français qui nous avait gentiment raillé en disant Ah, c'est votre instinct maternel qui fait que vous avez de l'empathie pour ce mec, alors qu'il est en train de, à cause de lui, tout le monde est en train de mourir à cause de lui. Ah oui, non, d'accord, ok. Voilà. Oh, la vache, J'avais une prof de français très, très marrante en seconde, c'est mais intéressant. très très qui écrivait de la littérature érotique d'ailleurs. Ah oui, et elle vous l'avait dit. Vous le saviez ou c'est un truc que Euh, vous avez appris plus n- tard? non, non, tout ça se savait, mais c'est secret de polichinelle, quoi. Elle en parlait pas Ah, forcément à ses classes, mais enfin, ça se savait, quoi. Ça faisait partie du personnage. c'est rigolo. Ah, ça, c'est drôlement rigolo. Ah, en plus, je trouve ça super sympa d'avoir un prof de français qui écrit. Je sais Ouais. pas, ça donne une autre dimension, je trouve. Il y a Ah un oui, oui, non, côté. mais ça c'est sûr qu'elle a un abord de la matière qui était impacté par cette vision-là d'écrire, je suppose. Alors, publication, voilà, pour revenir au roman. On va peut-être plus parler du roman, même si c'est pas obligé. Bah, dans publication, il y a une nouvelle à l'unité. C'est la séparation, c'est en fait entre les nouvelles qui sont dans des enfin dans des Hmm, recueils, dans des entos oui, collectifs, et publication, c'est les ouvrages qui sont uniquement à mon nom, parce qu'au final, il y a mon recueil de nouvelles que j'avais publié chez Malpertuis, Le sort en est jeté. Il y a comme les autres qui est une nouvelle à l'unité qui était sortie chez Armada, que j'aime beaucoup d'ailleurs. hmm, Mais elle n'a pas eu une vie éditoriale très longue, malheureusement. et oui. Donc là, bon, après, ceci dit, hein, ça ne nous empêche pas d'évoquer l'écriture de la nouvelle, puisqu'on va aborder au final des choses qui sont assez générales. Ouais. Puisqu'au final, l'idée c'est de savoir, quand tu veux écrire quelque chose, et ce au final, quel que soit le format, euh, par quoi tu commences? Ah, ah, grande question. Ça dépend. Ça dépend comment j'aborde l'envie d'écrire. Des fois, je vais dire, viens, j'ai envie d'écrire un roman, j'ai envie d'écrire une nouvelle. Et là, je vais aller fouiller pour faire surgir des idées. Mhm. Et par exemple, sur les nouvelles, typiquement, quand tu as des appels à texte notamment, ou tu as des thématiques, ou je vais me dire, j'ai envie d'écrire une nouvelle de SF, donc on va pas. Enfin, c'est quelque chose que j'ai travaillé au fil des ans, hein. Ça se travaille là. Essayer de provoquer un peu la créativité et la création d'idées, on va dire, hein. Mais soit j'ai des idées qui pop et le format vient dans un second temps en fonction de ce que je considère être l'ampleur de l'idée. Des fois, j'ai des idées qui sont des petites idées, pas dans un sens péjoratif, hein, juste une petite idée qui tient dans une nouvelle. Et des fois, j'ai des grosses idées qui ont tellement besoin qui donnent tellement Mm. de ramifications, de couches et de sous-couches, et qui donnent une histoire tellement longue que ça va partir dans un roman. D'accord. Et globalement, c'est plutôt des concepts, des thèmes, rarement des univers, parfois des trucs de personnages. Pour les baleines célestes, c'était le titre. Euh, Je comprends ça, oui. c'est un peu de tout. Un peu de tout, mais ça dépend si je suis dans un processus actif de j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que je pourrais écrire, Mm. ou de si je suis dans un processus, ou si c'est plus passif en mode ah tiens, je pourrais écrire un truc, ah tiens, il y a cette idée qui surgit, et derrière ensuite tu as tout le déroulé de ah ça pourrait être bien, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Tu vois, là, par exemple, j'ai écrit un petit roman jeunesse là, en juillet. Le point de départ, c'était l'appel à texte d'une maison d'édition jeunesse où je me suis dit, tiens, est-ce que j'aurais pas des idées
là-dessus, j'ai un peu cogité, j'ai fini par avoir une idée dont j'étais contente, que j'aime beaucoup, et je l'ai écrite. Mais c'est vrai que le point de départ, c'était, tiens, ça pourrait être sympa, ça pourrait me faire une coupure dans mes corrections de La mort qui tue, de mon gros projet de La mort qui tue, et comme ça, je vais écrire un petit roman jeunesse, ça me fera une pause, ça sera bien. C'est marrant ça parce que du coup c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder avant. Tu es la première personne qui nous en parle, c'est les appels à texte. Alors déjà je pense qu'on va le définir un petit peu pour les gens qui connaissent absolument pas. Euh, c'est quand une maison d'édition euh, publie un petit message en disant ben voilà, nous on recherche tel genre de texte, tel format pour tel public. Si vous en avez, envoyez-nous ça. Et en général, c'est limité dans le temps. Je dis en général parce que c'est Mm. pas toujours le cas, mais en général, c'est limité dans le temps. Euh, et donc, toi, c'est quelque chose que tu fais souvent, donc apparemment, quand tu as envie de te lancer sur un nouveau projet, tu regardes des appels à texte. Alors, alors, je sais pas qui tu as déjà reçu dans l'entretien, mais l'appel à texte, c'est quand même un très connoté, très lié à la nouvelle. Donc, Oui, je sais pas il y si a- tu as déjà eu des novellistes intensifs, mais c'est peut-être aussi pour ça que moi, je suis plus familière des appels à texte, parce que quand tu écris de la nouvelle, euh, il y a très peu de supports qui reçoivent les textes en continu, et l'essentiel des opportunités de publication quand tu es jeune auteuriste qui écrit de la nouvelle, ça va être de soumettre des textes pour des appels à texte. Moi, ça me plaît beaucoup les appels à texte parce que je suis quelqu'un qui prospère beaucoup dans la contrainte. Mhm. J'ai fait notamment pas mal de matchs d'écriture organisés par l'association Présence d'Esprit, donc qui édite notamment le fanzine AOC, Aventure onirique et compagnie, où le concept c'est que tu as 2 heures pour écrire une nouvelle sur un thème, et si tu es joueur, tu peux piocher 2 contraintes supplémentaires. Oh, c'est chouette. Voilà. C'est très chouette. J'adore les matchs d'écriture. Je peux plus trop en faire parce que ben, j'en ai tellement gagné qu'on m'a dit que je pouvais participer qu'en tant qu'autrice pro. Et puis ben, les auteurs Oh pro, mince. c'est Magali qui t'invite à participer au match. Bon, accessoirement, en plus, c'était surtout aux Imaginales qui avait Enfin, c'était aux Imaginales qui avait une équipe de pros. Et bon, les Imaginales. Donc, Oui, voilà. voilà. Mais c'était très, très chouette quand j'ai découvert ça. J'ai enchaîné plusieurs matchs où on a gagné avec mon équipe, où j'ai gagné toute seule. Et au bout d'un moment, Magali a dit, bon, t'es gentil, je sais que t'as rien publié, mais en fait, tu vas arrêter de faire le match en amatrice, t'as plus le droit. T'es gentil, mais tu Voilà. vas arrêter maintenant. C'est ça. C'est comme ça que j'ai rencontré Estelle Faye l'année suivante, parce que l'année suivante, elle m'a recrutée dans l'équipe pro. Elle m'a mis en équipe avec Estelle Faye et Sarah Doc, qui sont toutes les deux adorables, mais que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et ma première rencontre avec Estelle Faye, c'était Estelle qui me dit, alors c'est toi notre arme secrète pour gagner. Pas de pression. C'est- Pas du tout de pression, Estelle. Merci beaucoup. Surtout que c'est quelqu'un de. Elle était déjà bien connue dans le milieu, Estelle Faye, à ce moment-là. Donc moi, j'étais un peu Hmm. intimidée de la rencontrer. Donc, donc voilà, c'était pas du tout stressant. Mais voilà, j'adore les matchs d'écriture. C'est vraiment la contrainte, je marche bien. Donc les appels à texte, ça m'oriente la création. C'est-à-dire, tu me donnes un thème, ça va m'orienter. Je vais m'orienter par rapport à ce thème, par rapport à ce que j'ai aussi envie de faire, parce que j'aime pas en fait lui faire forcément des choses convenues. Donc je vais essayer de réfléchir, je vais avoir des idées. Je me dis non, mais ça, c'est trop convenu. Ça, c'est déjà raconté 20 000 fois. Qu'est-ce que je peux apporter d'autre? Hmm. Donc, moi, j'ai toujours aimé les appels à texte. C'est vrai qu'à l'époque, sur les forums d'écriture, on disait beaucoup, ah, c'est bien de se faire la main sur les nouvelles, patati patata. C'est vrai que moi, j'ai un trouble de l'attention aussi qui fait que moi, écrire des romans à l'époque, c'était compliqué. Hmm. Alors qu'une nouvelle, je peux l'écrire d'une traite. Donc les appels à texte, ça me donnait un objectif, une deadline, un thème, une contrainte, ce qui marche très bien pour le TDAH, et une nouvelle que je pouvais écrire en une après-midi. Je la mettais en bêta lecture, je la corrigeais en une après-midi, Hmm. je l'envoyais, j'étais contente, tout allait bien. Bah oui, ça, déjà c'est ça c'est juste enfin j'ai envie de dire c'est quand même super parce que euh, non seulement t'as la joie d'avoir fait quelque chose, mais d'être Ouais, vraiment d'être allé au bout du processus. Ça c'est quand c'est même ça. c'est vachement chouette. Ben, c'est ça, et c'est pour ça. Alors après, moi ensuite, je me suis prise en amour du format de la nouvelle, hein. Clairement, j'aime beaucoup le format de la nouvelle, et je fais partie des gens qui trouvent ça très triste que la nouvelle ne soit pas plus reconnue et plus mise en avant, et que pour avoir
une existence dans le milieu, sauf à s'appeler du coup Sylvie Lenné ou Mélanie Fazi, il faut globalement publier des romans. Mais du coup, c'est pour ça que moi, les appels à texte, je les connais surtout par les nouvelles à la base. Parce que moi, typiquement, les appels à texte de romans, c'est un big no. Sauf exception, parce que passer des mois à écrire un roman, puis des mois à le corriger Ouais, pour ensuite peut-être me le faire refuser, c'est non. C'est-à-dire qu'une nouvelle, je la propose, j'ai un refus, je la propose à d'autres formats. Et si à la fin la nouvelle reste dans le tiroir, c'est pas très grave, parce que moi, en termes de temps que j'ai investi de travail sur ce c'est texte, ça. ça va. Voilà. À l'imposer, quand on m'a refusé un roman, bah, qui est difficilement plaçable ailleurs, on va dire, sans m'étendre sur le sujet du roman, Eh oui, c'est j'ai eu un moment compliqué. de OK, j'ai passé des heures et des semaines et des mois à bosser sur l'écriture, sur la correction, sur la seconde correction. Et ce roman, il va finir au tiroir Ouais, jusqu'à ça nouvel fout les ordre, boules, ça. peut-être de façon définitive, parce que ben, la seule issue de publication possible pour ce roman, elle a dit non, et du coup, bah, je l'ai dans le baba. Ouais, non, Alors que ça les c'est nouvelles, terrible. voilà, les nouvelles, c'est frustrant parce que bah, je pense que personne n'apprécie de s'entendre dire que non, ton texte ne nous a pas paru assez bien pour être publié. Ah, Je c'est trouve pas que c'est toujours. assez Alors, commun pour tout le monde. c'est quand même pas toujours le cas. Parfois, des textes sont refusés non pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que bah il va y avoir un autre texte qui aura été choisi sur le même thème et du coup, ça va faire trop dans la même anthologie. Mais c'est vrai Oui. que prendre des Ça, refus, ça, hein. c'est la rationalisation, mais émotionnellement, tu te prends juste un refus dans la tête. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est jamais agréable, hein. Tu C'est préfères ça. être pris, hein. Voilà, donc sur une nouvelle, je dis pas, bon, maintenant, je commence à avoir suffisamment d'expérience pour me dire, ok, et être contente quand je reçois un refus détaillé d'un gros support qui me dit, mais envoyez-nous vos autres textes. Bon, ok, Oui. c'est la première fois que je reçois un refus détaillé depuis des années que je leur soumets des textes, je suis contente. Mais, mais voilà, c'est pas, je finis par passer à autre chose, et puis si j'ai le courage de voir qui d'autre pourrait être intéressé par la nouvelle, je le fais, et au pire, si je me dis que non, mais finalement ce texte il est pas assez bon, je le mets au tiroir, et c'est pas grave, c'est pas comme si je mettais des mois de travail à la poubelle. Donc c'est Ouais, vrai que ça moi les c'est appels à terrible. texte de romans, je fais quasiment pas. Sauf si À la tu sais limite, que tu si peux le on a déjà, caser c'est ça, si ailleurs, j'ai déjà un quoi. roman, si j'ai déjà un roman sous le coude. Non, et puis c'est surtout que les appels à texte, ils ont des délais complètement pétés en même temps. Enfin, à un moment donné, Ouais, quand tu fais un appel à texte, tu donnes 6 mois. Je suis désolée, mais j'ai beau écrire vite, hein, 6 mois pour écrire, faire bêta lire et corriger un bouquin. c'est court, hein. Non, c'est complètement pété. Donc pour moi, un appel à texte de roman, c'est valable que si tu as quelque chose déjà sous le coude, en fait. À la C'est limite, si ça, tu as déjà ouais. créé un premier jet, que enfin, voilà, là, le jeunesse que j'ai écrit là, cet été, euh, c'était faisable parce qu'en fait, c'est du 8-12 et du coup, c'est un format qui est long comme une grosse nouvelle. Donc je sais que moi, en Oui. termes de temps de travail que ça me prend, je suis capable de le faire dans l'été. Même si derrière, je me suis retrouvée à demander des alphas en urgence à mes amis. Et on leur demandait, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, ça serait gentil. Et puis on m'aurait dit non, bah, j'aurais fait ça. Et puis voilà. Mais Oui, enfin, ça reste des délais très court. Ouais. courts. Donc voilà. Et puis les appels à texte sont quand même une discussion aussi. On en parle moins que dans le dessin, mais ça pose des questions aussi sur le fait que tu travailles, que tu crées quelque chose et puis qu'à l'arrivée, Que t'es tu pas sais pas payé. si tu vas être payé pour ce travail que tu as créé spécifiquement pour le besoin et la demande d'un éditeur au final. Oui, non, mais je pense qu'on peut dire. Enfin, moi je sais que j'ai eu fait des appels à texte, de textes qui ont été pris. euh, et après ça, j'ai décidé de ne plus jamais en faire. Parce que c'est vraiment ce sentiment. C'est ce qui m'a resté de cette expérience, c'est de me dire je passe du temps à faire des trucs, mais en fait, je pourrais jamais espérer toucher quoi que ce soit dessus. Et à un moment donné, bah, j'ai pris l'habitude de manger quand même. Tu vois, Mm, mm, au mm. moins un peu tous les jours. Et donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Bah, c'est pour ça que je pense que c'est pas pour tout le monde et que moi je continue. C'est aussi pour ça que j'ai mis un gros frein sur les nouvelles. Sincèrement, hein, c'est que j'en ai eu marre en fait de courir les appels à texte et de me retrouver avec des textes sur les bras et de pas savoir comment en faire et de le proposer tout le monde toujours au même trois quatre supports à thématique et,
et à un moment donné, je me suis dit, ben, on verra si on me sollicite pour faire des entos fermés. Hmm. Mais bon, je suis pas forcément assez connue pour faire des entos fermés, donc c'est un peu un cercle vicieux. Ouais. Et du coup, j'aime beaucoup la nouvelle, mais j'en écris quasiment pas parce que le paysage éditorial est compliqué. Voilà, l'hiver dernier, j'ai eu une poussée d'inspiration, j'ai fait pas mal de textes, ça m'a fait du bien, ça fait toujours du bien de créer. Donc voilà, j'écris quelques textes et maintenant bah, je suis en train de me les traîner pour voir où est-ce que je les mets, à qui je les propose. Et c'est une logistique qui est très épuisante. Ouais. Il y a aussi ça aussi, c'est que courir les soumissions édito avec un roman, c'est épuisant moralement, c'est épuisant mentalement, Tout à fait. mais c'est pour essayer de concrétiser des mois de travail. Donc ça vaut le temps, ça vaut l'investissement. Hmm. Euh, Quand on fait ce même travail de courir les soumissions, de proposer à droite, à gauche et de s'épuiser mentalement et moralement pour une nouvelle qui, au final, m'a pas pris tant de temps de travail que ça, l'investissement, il vaut beaucoup moins la peine d'un coup. C'est C'est cynique, hein, vrai, mais mais bon. après, oui, non, non, c'est réaliste, malheureusement. Il y a plusieurs problèmes sur la nouvelle. C'est que, bon, ben, le temps que tu passes dessus, tu sais que même si tu arrives à la caser, il y a quand même 95% de chances pour que tu touches Nib dessus. Donc, Oui. c'est mignon, mais ça va 5 minutes. Enfin, ça, c'est mon avis perso, hein. Ensuite, il y a effectivement ce temps que tu vas passer à essayer de le caser ici ou là parce que l'appel à texte pour lequel tu l'avais créé le prend pas. Bon, ben, ça aussi, c'est pareil, hein, c'est un investissement qui est également perdu financièrement. Euh, euh, et c'est. Comment dire? Ce que je voulais dire, c'est surtout que c'est un. Je sais pas si c'est un cercle vicieux, mais la raison pour laquelle on te dit que tu vas rien toucher, c'est parce qu'on t'explique que ça se vend pas et qu'on va pas faire de sous dessus. Et je sais pas, j'ai l'impression que du coup, si tu veux, on sort jamais de ce système. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah après, c'est pour ça qu'il y a des initiatives comme ce que fait 1115 pour essayer de rémunérer correctement les Mm. autoristes de leurs nouvelles, comme ce que fait Silex aussi. Oui. C'est pas sans raison qu'il reçoit autant de textes pour ses appels à texte. Quand bien même, il demande un format qui est quasiment incasable en recyclage, hein. Pour la petite histoire, ma nouvelle comme les autres, je l'avais écrite pour l'appel pour Férocité. Mm. Euh, Elle n'a pas été retenue et honnêtement, je me suis retrouvée avec ce texte auquel je tenais beaucoup, parce que c'est un texte qui porte des sujets qui sont importants et qui me tiennent à cœur. Donc j'avais ce texte auquel je tenais beaucoup, je considérais qu'il méritait sincèrement d'être publié, de trouver un lectorat, et avec un format complètement foireux pour le proposer à la plupart des formats, des supports à thématiques auxquels je propose régulièrement mes textes. Parce que trop long? Trop long, trop long, Ouais. trop long. Et du coup, ben, alors il s'est trouvé que Armada, à ce moment-là, essayait de lancer une collection un peu de petits fascicules, ben, un peu comme ce que fait 1115, hein. Ouais. Euh, et du coup, elle est sortie chez Armada. Après, elle n'a pas eu une vie éditoriale très longue parce que Armada est en dormance, mort non déclarée, on va dire. Ne la commandez surtout pas à l'éditeur, c'est moi qui ai tous les stocks. Euh, Commander directement à Elodie. Voilà. C'est ça, c'est moi qui les ai. Mais du coup, il y a aussi ça, c'est et ben, ça m'empêche pas d'écrire des textes, continuer à proposer des textes à Silex quand il y a des appels qui me plaisent. Mais c'est vrai que du coup, c'est un format où ben, s'il le prend pas, après, Mm. il y a pas beaucoup d'autres alternatives. Donc des fois aussi, il y a ça qui joue aussi. Mais oui, 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 il y a des projets, il y a des choses qui essaient de se faire pour rendre la nouvelle plus rendre un peu la nouvelle la place qu'elle mérite et puis rendre aussi aux autoristes qui en écrivent la rémunération qu'ils méritent. Mm. Mais c'est voilà, bref. Ouais, non, c'est pas simple. Et du coup, comment toi, est-ce que tu gères ce potentiel sentiment de découragement qu'on ressent tous quand, ben voilà, quoi, un projet est pas retenu Euh, Pas super bien en ce moment. Pas
va super bien, honnêtement. Jusque-là, je faisais une espèce de course en avant en me réconfortant avec un autre projet qui marche. Mais pour pouvoir se réconforter avec un autre projet qui marche, il faut avoir un autre projet qui marche. Ouais, ça c'est. Voilà, donc des fois, tu as des petites traversées du désert où t'as pas le moral, tu trouves que, enfin, t'as pas confiance dans ton travail et il n'y a rien qui arrive pour te réconforter sur le fait que si, ton travail, il est bien. C'est un peu compliqué. Ouais, C'est un peu compliqué. Après, voilà, j'essaie de me rassurer, enfin, pas de me rassurer, j'essaie de me rappeler régulièrement pourquoi j'écris. Et c'est pas pour la fame, parce que il y en a pas tant que ça qui deviennent assez visibles pour la fame. Non. Et puis voilà, enfin, si, moi je le fais parce que j'aimerais avoir beaucoup de lecteurs et lectrices comme tout le monde, pas par ego, mais parce que ça me ferait plaisir en fait d'avoir Oui, plein pour de lecteurs et partager quelque lectrices. chose. Pour C'est ça, partager. voilà. Voilà. Et clairement, on le fait pas non plus pour l'argent, vu qu'on gagne des cacahuètes là-dessus. Enfin, Euh, donc, ben, à un moment donné, si c'est pas pour l'argent, si c'est pas pour la fame, il faut le faire pour le craft. ouais. On peut pas. Le reste, ça doit être une cerise sur le gâteau, et j'essaie de me le rappeler régulièrement de publier un projet qui marche bien, qui trouve un lectorat, qui me rapporte un peu de sous. C'est bien, mais ça doit être une cerise sur le gâteau. Hmm, Il faut aimer le craft. ouais, Le reste est beaucoup trop dur moralement ça c'est pour vrai. reposer dessus. Voilà, si la seule chose qui porte, c'est d'arriver à publier pour continuer à écrire, si la seule chose qui porte, c'est d'arriver à en vivre pour continuer à écrire, c'est pas forcément le meilleur craft pour vous. C'est surtout que Voilà, faut. c'est surtout que là, c'est joué en mode expert, quoi. Ouais, c'est dur. Mais du coup, faut aimer écrire. Faut aimer écrire. Bah oui, de toute façon, je pense C'est- que, voilà, étant donné qu'en plus, c'est quelque chose qui est pas facile, euh, si c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, on est dans la souffrance, quoi. Ah oui, oui, mais après, j'ai connu, alors plus dans format, j'ai connu des autoristes, je citerai pas leur nom, je protège leurs anonymats, hein, mais j'ai connu des autoristes qui n'aiment pas écrire des nouvelles, par exemple, et qui en ont publié un certain nombre parce qu'on les a convaincus que c'était la chose à faire quand tu es jeune autoriste pour se faire connaître. Et puis que maintenant qu'elles sont connues, on leur demande d'être dans des entos fermés, donc elles continuent à faire des nouvelles, alors que c'est pas forcément leur format qui leur plaît, Hum. voire même ça peut être un format qui les fait chier à écrire, Ah merde. mais le milieu est tel que bah, dans une ento de festival, en fait, c'est une façon d'être visible et ça se refuse. Enfin, c'est difficile à refuser, donc Ouais, et, ouais, je comprends. et je trouve ça triste au final de se retrouver à faire des choses qui nous plaisent moyennement quand, enfin, bref, Par sentiment c'est d'obligation. dommage, Oui, c'est ça. oui, oui. Mais je pense que. Alors après, le problème de la confiance en soi, je pense que c'est quelque chose qu'on partage, enfin que beaucoup d'entre nous partagent. Euh, et j'en discutais. Alors, je discutais pas forcément de la confiance, mais je discutais, c'était avec autant Nadia Kos qu'Isabelle Bautian. Euh, elle me disait. Bah en fait, c'est pas parce que t'as beaucoup de titres parus que tu vas forcément arriver à caser le prochain. Ça, c'est. Voilà. Tu peux être euh, quelqu'un qui a déjà euh, publié une trentaine de titres. Ben, c'est pas pour autant qu'on va te dérouler le tapis rouge quand tu vas arriver. Je pense qu'il y a trop peu d'auteurs qui sont comme ça, qui ont tellement la fame que de toute façon, quoi que tu écrives, ils vont te signer. Ce qui, à mon avis, est une erreur, hein, parce que comme ça, il y a quand même beaucoup de choses pas forcément terribles qui sortent, et c'est dommage. Mais du coup, euh, je crois que c'est dommage parce que un truc qu'on fait pas assez, tous, c'est de savoir regarder en arrière sur ce qu'on a fait et se dire c'est cool quand même. J'ai fait ça, c'est que je fais pas complètement de la merde. Et Et bon, ça aide. c'est parce que le cerveau, il trouve toujours un nouveau goalpost, en fait. Ouais,
Pour le coup, moi, je suis bien placée, mais après, je me dis qu'à chaque fois, en fait, j'ai des choses qui me tapent un peu sur le moral, mais les soumissions édito pour les baleines célestes à l'époque ont été très, 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 très compliquées. Pour la petite histoire, j'étais en train de discuter avec une amie autrice en larmes devant mon écran, en train de lui dire que c'était trop dur, que j'en pouvais plus, que je me sentais merdique, que j'avais l'impression de faire du travail de merde, enfin ça marchait vraiment pas, et que j'allais abandonner les soumissions parce que ça me faisait souffrir et que tant pis, j'allais le mettre de Hmm. côté ce manu et que j'allais passer à un autre projet. Et j'en étais là vraiment en larmes quand j'ai reçu le mail de la maison d'édition qui me demandait si j'étais dispo pour discuter du projet. Euh, Waouh. voilà. Et je me souviens avoir dit à ma pote, tu vas rire, tu vas rire, je Tu viens vas de rire. recevoir un mail. Alors que j'étais vraiment en train de chialer tout ce que je pouvais et de lui dire, j'en peux plus. J'en peux plus, je Ouais. vais arrêter les soumissions édito. En plus, les gens qui me suivent sur mon parcours se rendent pas compte que moi, j'ai besoin de m'entendre dire, oui, tu as le droit d'abandonner si c'est trop dur, et pas de Ouais. m'entendre répéter quand j'ai envie d'abandonner. Mais non, tais-toi, tu vas y arriver, tu vas le caser. Ouais, c'est horrible ça. Oh là là. Et je trouve que cette culture du positif à tout prix est très, très, très dommageable. Hmm. Euh, mais bon. Alors que le sort en est jeté, du coup, le recueil était déjà dans les rails, euh, euh, ou presque dans les rails. Alors, attends, j'essaie de réfléchir à l'historique. S'il était dans les rails, sachant que voilà, le recueil de nouvelles, en fait, il a été fait parce que j'avais publié des nouvelles dans les Antos de Malpertuis. Mhm. Et juste après avoir publié une nouvelle chez eux, donc j'étais un peu en dédicace sur l'instant nos Imaginales. C'est cette année-là, du coup, que j'ai gagné le prix de la meilleure nouvelle au match d'écriture. Mhm. Et que du coup, Magali m'a dit, bah, tu participes plus en tant qu'amatrice, donc je reviens. Apparemment, Magali, de présence esprit qui connaît un peu Malpertuis, était passée en les engueulant gentiment de comment ça, vous n'êtes pas venu soutenir votre autrice pour la remise des prix. Les pauvres, je leur en avais même pas parlé du match d'écriture, donc Ah, les pauvres, ils se sont ils, fait engueuler pour rien. ils se sont fait engueuler gentiment pour rien. Donc moi, je reviens au stand et il me dit, bah là, tu nous as pas dit. Et puis, tu sais, il me dit, bah, il faudrait faire un recueil de nouvelles. Et donc moi, très naïvement, je l'avais regardé en disant, oui, enfin, c'est compliqué un recueil de nouvelles, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui en publient. Puis il me regarde, il me montre son stand et il me fait, bah nous, on en publie. Et là, c'est monté au cerveau de dire, ah, il est en train de me proposer ce que je pense qu'il est en train de me proposer. Hmm. Donc il a fallu que j'en parle avec plusieurs camarades qui me disent, oui, 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 il est en train de te proposer de faire un truc avec eux. Donc ça s'est fait comme ça que ensuite, bah, moi, je leur ai fait une liste de textes, je leur ai envoyé un. Alors, c'était pas fait à ce moment-là, il fallait que je leur propose quand même un recueil, que je leur propose des textes, on a discuté des textes à inclure, pas inclure, et qu'ils me valident si oui ou non c'était quelque chose qui leur paraissait justifié, Hmm. publiable, quoi. Puis j'ai retravaillé énormément de textes, j'ai pris des vieilles nouvelles que j'ai retravaillées, j'ai corrigé, enfin j'ai bossé énormément sur ce recueil, hein, ça c'est pas. Mais ça a été mon seul titre à ce jour qui s'est fait un peu sur on a travaillé ensemble, tu voudrais pas nous faire un truc. Euh, Et du coup, je pense que quelque part dans mon cerveau, il y avait une petite voix qui me disait, bah du coup, j'avais cheaté pour l'avoir et donc ça comptait pas. Ah bon? Donc du coup, bah, j'étais au bout de ma lèvre sur les soumissions des baleines et ça a été horrible. Et même cul à point parce qu'après les baleines, du coup, ben, j'avais publié, j'ai proposé d'autres projets. La maison d'édition Plume Blanche n'a jamais été intéressée par mes autres projets que j'ai pu lui proposer. Hmm. Il s'est écoulé quand même 2 ans. J'ai passé 2 ans à soumettre des trucs, ça marchait pas. Cul C'est à point, je dur. l'avais proposé à une autre collection. Je me suis un peu fait balader parce qu'ils ont lu mon sino. Ils m'ont dit, ah, envoie-nous le manuscrit, alors que ça se voyait bien sur le sino que ça collait pas à ce qu'ils attendaient, mais bon, c'est pas Hmm. grave. Ils m'ont baladé un bon moment avant de me dire non. Et c'est là que je l'avais proposé à Jérôme, Vincent, justement. À qui j'avais déjà proposé d'autres projets à ce moment-là, parce que notamment Rébellion Saurienne était déjà dans les circuits à ce moment-là. Il avait lu Rébellion Saurienne et il m'a dit non, c'est trop court pour moi, mais Hmm. propose-moi d'autres choses parce que c'est prometteur quand même ce que tu fais. Mais donc je lui avais proposé Q à point et à la fin de l'été, il me l'avait accepté et ça m'avait mis en joie, pareil, en me disant ah, grosse Hmm. publi, grosse maison d'édition, trop bien, Hmm. machin. Mais le Covid est passé par là, donc Eh j'ai pas eu oui. tout ce que j'espérais avoir en termes de visibilité, de salon, de machin. Ouais. Et du coup, on repart toujours dans un cycle et j'ai commencé à rentrer dans un cycle de je n'arrive pas à me faire publier 2 fois par la même maison d'édition. Ah bon? Et donc une petite voix qui me dit, bah, c'est parce qu'en fait, ils te publient une fois, ils se rendent compte que ça marche Oh! pas tes bouquins et donc ils veulent plus te publier. Ah, ah, mais qu'est-ce que
qu'est-ce que c'est que cette petite voix? Qu'est-ce que c'est que cette connasse? Ça suffit maintenant. Il- Voilà, donc la petite voix, elle est coriace. Je me suis fait gentiment engueuler par l'éditrice des Vagabonds du Rêve, Sybille Marchetto, qui est adorable, en me disant mais arrête de dire des conneries, ça Voilà, montre tout à juste que fait. tu as Arrête de... convaincu plein d'éditeurs différents de travailler avec toi. Et voilà, après, c'est vrai que j'ai le malheur de vouloir écrire des projets, des fois, qui sont un peu atypiques, un peu de niche. À J'adore qui le Rébellion dis-tu? Saurienne. Voilà, j'adore Rébellion Saurienne, mais je sais que c'est un projet de niche. C'est pour ça qu'ActuSF ne voulait pas le faire. Ils ne sentaient pas de faire un space-up un peu trop chelou. Mais, et effectivement, c'est un bouquin de niche. J'ai pas un lectorat monstrueux, mais les gens qui le lisent le kiffent. Et Cavale Royal, c'est pareil. C'est une toute petite maison d'édition. En plus, voilà, je suis une autrice, je suis une femme dans un milieu en France, qui a l'air de Ah, considérer que le space opéra, c'est quand même plus de la littérature masculine, donc ça m'aide pas. Euh, et là qui là. considère que comme c'est fun, léger avec de l'aventure, c'est du jeunesse. Ouais. Donc, pareil, Caval, il a des super retours, mais petite maison d'édition, très peu d'allonges, donc il se vend très doucement. Alors qu'il a des super retours, hein, tous les gens qui le lisent le trouvent super, Hmm. mais voilà. Et puis on dit que c'est du jeunesse alors que c'est pas du jeunesse. Alors, oui, non, mais ça... Alors, ça, c'est terrible. C'est un sujet qu'on a évoqué plein de fois. euh, et j'arrive pas à savoir d'où vient le problème. Est-ce qu'il vient des éditeurs qui l'étiquettent pas comme il faut? Est-ce que ça vient des libraires qui le, qui le vendent pas comme il faut? Est-ce que ça vient du public qui interprète, euh, j'en sais rien, le titre, la couve, le résumé, pas comme il faut? C'est terrible ça. Ce Alors, truc de dire m- pourquoi est-ce qu'on met dans jeunesse des choses qui n'ont rien à y faire. moi, pour le coup, pour avoir différentes expériences avec différents ouvrages, le seul de mes titres qui n'ait pas été qualifié, jamais été qualifié de jeunesse, c'est mon recueil de nouvelles chez Malpertuis, qui a le bon goût d'avoir des histoires de cannibalisme, des bouts de chair qui volent un peu dans tous les sens dans certaines nouvelles. Et ça, bizarrement, personne ne s'est dit c'était du jeunesse. Voilà. D'accord. Les Baleines Célestes, rigoureusement, est dans une collection jeunesse de la maison d'édition. Je n'étais pas particulièrement d'accord avec ça. Euh, Ah, L'éditrice insistait sur c'est le fait marrant, que j'ai pas pensé une seule seconde que c'était du jeunesse. non, mais ça n'est pas du jeunesse, Ah, ça n'est voilà. pas du jeunesse. Mais l'éditrice trouvait qu'il y avait un côté un peu merveilleux, un peu féerique, un peu Ah étoile oui, dans non, les parce que yeux aux voilà, alors baleines, donc et les du adultes coup n'ont que pas le pour elle droit au c'était du jeunesse. merveilleux. Les Voilà. adultes n'ont pas le droit au merveilleux. Ah. Euh, alors ce qui est marrant, c'est qu'il a été sélectionné dans un prix de collégien il y a quelques années dans la Creuse, dont la maison d'édition est partenaire. Gros coup de cœur des libraires dessus. Enfin, elles étaient toutes au taquet, hein, les médiathécaires, pas les libraires, enfin les personnes Hum. qui gèrent le prix avec les collégiens, elles étaient vraiment à fond dessus et ça a absolument pas marché avec les gamins, mais un truc de ouf Ouais. quoi. Moi j'ai fait la Normal en remise même des temps. prix et alors par contre les quelques gamins qui avaient kiffé les baleines, qui avaient préféré les baleines dans les cinq, ils me regardaient avec beaucoup de déférence parce que les ados quand ils aiment, ils aiment. Hum. Mais il n'y en avait pas beaucoup et je l'ai vu à la remise des prix. On ne savait pas qui avait gagné honnêtement, mais parce que c'est un prix qui fait que les gamins, ils font des groupes et ils choisissent un des bouquins de la sélection et ils font du matériel promotionnel. Et le jour de la remise de prix, ils présentent leur matériel promotionnel. Et il y a aussi une sélection du meilleur matériel promotionnel fait par les collégiens lycéens. Ce que je trouve super chouette parce que ça les implique vachement Oui, dans le c'est vrai. lectorat, dans la sélection. C'est pas juste ils votent pour leur livre préféré. Ouais. Mais du coup, quand on a fait la remise des prix et que sur la trentaine de stands exposés, il y en avait deux sur les baleines, alors qu'il y a 5 bouquins dans la sélection, j'ai fait OK, c'est bon, c'est pas moi qui gagnais le prix. Mais je garde précieusement les cadeaux que m'ont fait les gamines qui ont fait un des stands parce qu'elles étaient adorables et qu'elles ont vraiment kiffé et qu'elles m'ont présenté des bouquins, des exemplaires usés jusqu'à la corne alors qu'on était en mai et qu'elles l'avaient acheté en septembre. Ah ouais. Mais c'est pas du jeunesse. Et quand j'en ai Hum. rediscuté avec les médias des gares, ils m'ont dit non, effectivement, ça n'a pas du tout accroché avec public collégien lycéen pourtant. Donc, pas du tout, parce que c'est pas du jeunesse, parce que les héros, c'est des trentenaires avec des problématiques de jeunes C'est ça. adultes. C'est pas du jeunesse.
Q à point, c'est celui qui a le moins souffert d'être qualifié de jeunesse, mais c'est pas. Il n'est pas classé en jeunesse, pour le coup, Q à point. Je pense que c'est plus Non. du lectorat. Cavale Royale et Rébellion Syrienne, je pense que les couvertures aident pas. J'en ai À discuté cause avec du des gens qui dessin. trouvent que les couvertures Ouais. font jeunesse. Voilà, pour moi, c'est du style BD, mais ça, c'est un débat sans fin. Voilà, j'ai une chronique de Rébellion alors sur laquelle j'ai pu donner mon avis avant qu'elle soit publiée. Donc sur la version publiée, c'est pas le cas. Mais le chroniqueur avait dit premier roman jeunesse d'Élodie Serrano. Mais c'est pas du jeunesse Rébellion Sorienne. C'est pas parce que c'est du pulp, de l'aventure et du fun que c'est du jeunesse. Il y a des La nouvelles couve. derrière Ouais. qui parlent de harcèlement scolaire, qui parlent d'expérimentation animale. Cavale Royale, l'héroïne, elle a 50 balais. Il y a il y a de la décapitation dans le bouquin. Voilà, j'ai une chronique sur Instagram qui disait oui, très chouette roman jeunesse, mais par contre, c'est un peu violent quand même avec une décapitation. Bah oui, mais parce que c'est pas du jeunesse. C'est ça, ouais. Mais j'écris des romans fun enlevés. Je suis une femme. Et je sais pas, le fun, l'enlevé, le merveilleux, l'aventure, c'est pas fait pour les adultes apparemment. Je suis tristesse. Là, Ah mais honnêtement, à l'intérieur de moi, je suis tristesse d'entendre ça. Et je sais que tu as raison. Voilà, c'est pas la première fois que je l'entends. Hein, mais ça me met en colère aussi. Ça me met en colère parce que je trouve que c'est. euh, pourquoi pourquoi est-ce que les adultes n'auraient pas le droit au merveilleux? Genre, à partir du moment où tu es adulte, tu dois être sérieux, même dans ce que tu lis. C'est Mm, mm. épouvantable. Ah Hein. ouais, non, mais on est d'accord là-dessus. Et puis, je trouve que ça sabote les bouquins en question parce que quand tu essaies de vendre à des ados des bouquins qui sont pas pour eux, ils vont pas le vouloir. Et Et quand c'est tu normal. détournes les adultes d'un bouquin qui est pour eux parce que tu leur dis c'est pas pour eux, bah derrière, tu as un Ils passent à bouquin qui côté. tanque parce que tout le monde a décidé que c'était du jeunesse. Et c'est stupide. Alors oui, mes bouquins ont un ton suffisamment léger et des thèmes qui sont pas dramatiques et qui sont accessibles. Et c'est la nuance que je fais quand on me pose la question au salon. Est-ce que c'est du jeunesse? Non, ce n'est pas du jeunesse, mais c'est accessible. C'est pas Mm. écrit pour eux, mais ils peuvent le lire comme on a lu Le Seigneur des Anneaux. Enfin, j'ai lu L'Assassin Royal Oui, à 12 ans. C'est pas du jeunesse pour autant, L'Assassin Royal. Hein. Il y a de la torture. Hein. Il y a beaucoup de torture dans ce putain de bouquin. mais oui, non, Donc mais c'est clair. Il y c'est. a des choses que tu peux lire quand tu es jeune, ça ne veut pas dire que c'est du jeunesse. Voilà, parce qu'un livre va pouvoir toucher des gens qui sont euh, euh, pas tout à fait la cible, mais il n'empêche que le cœur de cible reste le cœur de cible. Et c'est frustrant, je comprends tellement ce que tu veux dire parce que je pense qu'on a ça en commun. On écrit des textes qui sont un peu décalés, qui vont être voilà, sur effectivement de l'adulte, mais qui veut toucher des lecteurs qui sont, bah oui, dans le fun, dans le merveilleux, voilà, dans quelque chose qui va être paillettes et rêve et paillettes. Je schématise beaucoup, hein, mais voilà. Euh, et pour une raison ou pour une autre, eh ben, on va apposer une étiquette qui n'est pas celle d'adulte sur ce genre de choses, quoi. C'est agaçant. Mm, mm. Voilà, C'est révolte. c'est d'autant plus frustrant qu'au final, en fait, c'est le milieu de l'imaginaire qui, au sein même de l'imaginaire, reproduit des mécaniques dont elle se plaint Oui, quand elle en est la cible par la littérature blanche, en fait. La littérature blanche a tendance à dire que l'imaginaire, de façon générale, c'est pas sérieux, c'est pas des trucs réels, c'est pour les gamins. Ça les enrage, mais mhm. ça les empêche pas. En fait, j'ai l'impression que dans cette volonté d'acquérir une légitimité équivalente à la littérature blanche, il y a une partie du milieu qui est très occupée à faire des bouquins très sérieux, très adultes, très sombres, très profonds, Mhm. et qui a tendance à invalider tout le reste comme pas acceptable. Alors qu'on a le droit d'écrire de l'aventure, on a le droit d'écrire des bouquins fun, on a le droit d'écrire un Terry Pratchett en France. Alors, il est très connu en France, hein, mais un Terry Pratchett qui aurait été publié pour la première fois en France, je sais pas. Je Mhm. sais pas ce que ça aurait donné pour lui s'il avait Mais été français. tu sais quoi Alors qu'en Angleterre, c'est. Ouais, Enfin, mais ouais, c'est et l'effet ricochet de ce truc-là, c'est que moi, je me sens shamée en tant que lectrice. Tu vois? Ah bah oui, Parce parce que que, tu lis pas des trucs sérieux. bah non, parce que ça ne C'est- m'intéresse pas. J'ai pas envie de lire des trucs sérieux. J'ai envie de lire des trucs fun. C'est ça que je veux lire. C'est donc pas un mystère que j'en écrive, puisque c'est ce que je veux lire.
Mm, mm. Voilà. C'est pas. Et du coup, eh ben, on va m'étiqueter comme étant pas une lectrice sérieuse. Voilà, je vais lire des trucs pour les enfants, ce qui en soi n'est pas un problème pour moi, je m'en fous. Mais pourquoi est-ce qu'on le dévalue comme ça? Parce qu'au final, dévaluer les auteurs que je lis, c'est me dévaluer en tant que lectrice. Et puis ça rend Et beaucoup plus compliqué pourquoi? pour toi en tant que lectrice de trouver ce que tu aimes, parce Oui, que moi, clairement, oui, j'adore le space opéra. Et je pense que ça se voit sur ma publication jusque-là. Et j'aime le space opéra. Alors, je sais que ça va faire hurler les puristes, hein, mais à la mode Star Wars, fun, enlevé, aventure. Et il y a des choses merveilleuses publiées en VO. oui, tout à Et on fait. commence à voir quelques trucs qui sont traduits. Mais quand tu regardes le paysage français, un space opéra fun, aventure enlevée, de préférence écrit par des autrices, parce que bon, il y a un certain type de profil de personnage dont personnellement j'ai marre. C'est quasiment impossible à trouver en France, en fait. Mm. Bah, et moi, je sais que je me bats depuis un certain temps pour proposer des projets à la traduction. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué de les caser. Mm, mm. Voilà. Ah oui, Déjà, en mais je me plus, suis retrouvée à... je sais même pas vers qui me tourner parfois pour les proposer. Ouais, moi, je sais que je me suis retrouvée à inventer une trilogie de space opéra que j'ai adoré l'an dernier à Stéphanie Nico quand je l'ai croisée à l'Ouest Hurlant. Après, je sais pas si ma tentative de vente donnera quoi que ce soit, mais je sais que je l'ai vendue avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'elle me parlait de sa collection space opéra et j'ai fait, ah, tu dois connaître ça parce que ça, c'est trop bien. Ah non, je connais pas, envoie-moi les références. Euh, mais c'est dommage. Oui, Et c'est tout à dommage fait. parce que du coup, bah, les autoristes francophones qui font ça sont pas ou peu visibles. Mm. Elles existent. Je les ai rencontrées aux Imaginales dans des toutes petites maisons d'édition parce que les grosses maisons d'édition de SF en France, elles tablent pas énormément sur le space opéra et souvent quand elles le font, c'est plus souvent des auteurs que des autrices. Voilà, mais par exemple, j'avais rencontré Explora Édition qui avait des titres très très chouettes. Il y a des choses très chouettes en auto-édition aussi. Mm. Et Tout à fait. c'est dommage. Mais Oui, bon. ça c'est bien vrai. Ça c'est bien vrai. Du coup, pour en revenir à l'écriture même, c'était très chouette de discuter des appels à texte, parce qu'effectivement, on n'avait pas eu l'occasion de le faire, même si bah, j'avais reçu Catherine Loiseau, qui a écrit beaucoup Mhm. de nouvelles, mais c'est vrai qu'on avait beaucoup plus parlé au final des romans que des nouvelles, et même si je sais qu'elle utilise des appels à texte, puisque on en parle parfois sur les réseaux, on n'en avait pas discuté dans l'émission. Donc c'est cool, je suis vraiment contente qu'on en ait discuté, et surtout de toutes les difficultés afférentes à l'appel à texte, parce qu'après, effectivement, ben, quand c'est pas pris, petit souci. Mais du coup, quand tu es en plein dans ce processus de l'écriture, et là peut-être qu'on va plus parler du roman parce que c'est plus long et que du coup, c'est vrai que ça n'a pas tellement de sens de parler du ventre mou d'un projet quand tu es sur une nouvelle que tu écris dans une journée. C'est vrai. Mais c'est vrai que l'écriture d'un roman, bon bah fatalement le texte est plus long et donc tu vas passer plus de temps et fatalement ben tu vas obligatoirement, j'ai envie de dire, il me semble, hein, obligatoirement passer par des phases euh, où tu vas être plus en confiance ou moins en confiance sur ton texte, tu vas d'un seul coup te mettre à douter. Moi, je sais que ça m'arrive régulièrement pile au milieu. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu expérimentes? Est-ce que ça t'arrive à toi aussi? Et quand? Alors, le ventre mou, je l'ai. C'est plus, comme je suis plutôt jardinière, c'est plus une panne de créativité que proprement parler du doute. J'arrive pas trop mal sur le premier jet à mettre l'éditeur interne en silence, Mhm. donc à écrire le truc. C'est plus sur des relectures, des corrections, où ça va être une autre affaire de ah, c'est de la merde. Euh, Mais par contre, il y a clairement le ventre mou où clairement, bah, t'es là, tu manques un peu. T'as la flamme du début qui s'essouffle un peu, la fin est encore assez loin, Mhm. tu sais plus trop où tu vas. C'est compliqué. Après, c'est vrai que moi, j'ai la surcouche du TDAH qui joue.
qui fait que ben, sur un projet de long terme, il y a aussi l'enthousiasme du début qui disparaît et qui rend très difficile d'avancer un projet une fois qu'elle est plus là, quand on a un cerveau qui fonctionne à la Hmm. recherche de dopamine. Ouais. Voilà, alors pour ça, ce que j'essaie de faire, c'est pour ça que je suis une grande adepte du nano, parce que ça me permet d'écrire mes romans d'une façon qui colle au TDAH, c'est-à-dire très intensément pendant une Hmm. durée très courte, pendant laquelle mon enthousiasme du nouveau projet n'a pas le temps de s'essouffler. Mais tous les romans, tu les écris comme ça? Non. La plupart, oui. La plupart, oui. Ceux qui sont plus épais débordent du nano. Enfin, la plupart de mes romans, quand c'est de l'aventure, quand c'est des rythmes assez enlevés, ça part en nano. Voilà, j'ai quelques gros projets avec des rythmes plus lents que j'écris en partie pendant le nano. Parce que j'ai expérimenté un truc complètement. Alors ça marche pour moi, mais parce que voilà, encore une fois, TDAH, cerveau, il est content, il y en a dans tous les sens. C'est que pour avancer plus lentement sur le roman, tout en satisfaisant le challenge de faire mon quota quotidien du Hmm. nano, c'est que j'ai eu des éditions de nano où j'ai écrit 2 voire 3 projets en parallèle. Oula. En mode brutasse. Ah ouais. Mais ça me réussissait bien. Ça me réussissait bien. Bon, en général, c'était un gros roman sur lequel je vais aller lentement, jeunesse en parallèle, enfin 2 3 projets en parallèle comme ça, un truc à finir. Enfin, ça marche pas mal. Souvent, j'écris des nouvelles pendant le nano aussi parce que comme ça, quand j'arrive à des points de blocage narratif sur le roman, je fais une petite pause en écrivant une nouvelle. Oui, d'accord, ok. C'est-à-dire qu'en Comme fait, ça, je fais une pause sur le roman. tu te mets pas le stress de te dire, en fait, je veux finir ce projet sur le mois, mais tu te dis, en fait, c'est un mois d'écriture intensive et tu t'autorises à travailler sur différents projets. Oui, alors après, sur le nano, honnêtement, comme c'est un mois qui est très fatigant, en général, décembre, je touche à rien. Donc, sauf sur les gros projets qui débordent, si mon roman, je vise un format de 50, j'essaie de le finir sur le mois. Mhm. Mais c'est plus, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas d'essayer de me forcer à écrire si ça veut pas. Ouais. Donc c'est pour ça que moi j'ai un quota quotidien que je m'impose qui est plus élevé que le quota du nano pour tenir en compte les jours où je vais rien écrire du tout. Et j'ai des nouvelles dont les idées sont déjà là en fait. Je Mhm. commence les mois en ayant 2 3 idées de nouvelles à écrire pour pouvoir à écrire quand j'aurai besoin de faire des pauses sur le roman. Mais c'est des années, enfin ça fait j'ai une strike de 10 ans de réussite au nano, donc il y a un petit peu d'expérience derrière Oui, oui, non, mais je vois, sur mon t'as, fonctionne. en fait, t'as, j'imagine, beaucoup expérimenté au début, et puis tu t'es rendu compte que, au final, tu avais ta méthode, et que, voilà, tu C'est l'as ça. affinée au fur et à mesure. J'ai planté 2 nanos. Les 2 premiers nanos que j'ai fait, j'ai planté. Le tout premier nano, j'ai voulu. Dans mon tout premier roman, moi j'ai écrit pendant le premier nano. J'étais super bien lancée. J'ai fait 25K sur ce nano. Et puis ma maman à l'époque m'a rendu visite en plein milieu du mois. Et j'ai arrêté d'écrire parce que je me suis dit, je vais être une bonne hôtesse. Je reçois ma maman. Je me consacre à 100% à ma maman quand elle est là. Voilà, ce qui est un peu stupide et ce qui est pas bon en termes de rythme au final, hein, de plus rien faire pour toi-même quand tu as des invités à la maison, mais ça c'est un autre sujet. Et ces 3 4 jours de pause m'ont complètement cassé. J'ai jamais Ah, réussi à correctement reprendre le rythme et j'ai fini mon anneau à 25K. L'année suivante, j'ai fait un faux départ sur les baleines célestes. mhm. J'ai fait 500 mots. Ah oui. Voilà. Ah oui, voilà, ça arrive. Non, mais J'ai ça fait un arrive. faux départ Voilà. et les baleines, pour le coup, je les ai écrites assez relativement vite, hein. Je les ai écrites en 2 3 mois au printemps de l'année suivante, hein, quand même. Voilà. Et la troisième année, j'ai trouvé le bon pli et c'était parti. Et à partir de là, j'avais ma méthode que j'ai évaluée, que j'ai fait évoluer sur certaines éditions. Ces dernières années, j'ai fait des éditions aussi en correction, en convertissant mon rythme d'écriture sur 1 heure Enfin, je prenais 1 heure de correction et je le convertissais en mots en fonction de ma vitesse de frappe. Hmm. En fait, je comprends. Donc, tu as besoin de moments de travail extrêmement intensifs, alternés avec d'autres moments où tu vas reprendre un peu, enfin, te reposer, puis ensuite corriger et tout ça. Mais après, tu Ouais. vas reprendre des moments extrêmement intensifs de travail.
Bah, alors j'ai besoin de beaucoup de motivateurs extérieurs, donc c'est pour Mm. ça que le nano officiel marche bien. C'est J'ai vrai, jamais réussi à faire un camp nano, parce que la contrainte est pas assez forte. Il y a une émulation dans le vrai nano où tout le monde c'est vrai. écrit, tout le monde en parle, machin, qui fait que ça marche pour moi. En général, j'ai aucun problème à tenir. Alors là, en ce moment, ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué, mais en général, j'ai aucun problème à tenir mes délais de correction édito parce que Mhm. j'ai des deadlines extérieures. Et oui, Là c'est où je ça. rame à mort, c'est les corrections que je fais pour moi-même parce que je déteste ça. Et j'ai pas de deadline dans l'absolu. Mm. Donc c'est compliqué jusqu'au moment où j'en ai ras le cul d'avoir les corrections sur le feu. Et là, je m'énerve et je fais un truc intensif jusqu'à finir. D'accord. Et qu'est-ce qui te déplaît dans la correction? Bah, je connais déjà l'histoire. On en revient toujours au Ah, trouble de l'attention, hein, clairement, d'accord. tout mon process d'écriture tourne autour du trouble de l'attention. Je le savais pas à l'époque, hein, c'est qu'une réalisation récente, mais tout mon process d'écriture tourne autour de travailler en tenant compte des spécificités, des besoins qu'il y a à mon trouble de l'attention. J'aime pas les corrections parce que je connais déjà l'histoire et c'est pas intéressant. Donc Je j'arrive mieux comprends. à faire des corrections où je vais vraiment tout chambouler parce qu'il y a un processus créatif qui me stimule Mm. que des corrections juste de relecture, correction de forme. Alors là, c'est un sketch absolu. Euh, J'aime pas les corrections. J'aime pas les corrections, j'aime pas les corrections. Voilà. Je choisis un premier jet par-dessus. C'est aussi pour ça que faire des nouvelles de pause, ça me fait du bien quand je fais des corrections. Je fais un peu de premier jet, je suis contente. C'est de la pure création, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça et j'aime pas ça. Mais bon, il faut faire avec. Voilà, c'est ça. C'est ta bête noire, on l'a trouvée. C'est les C'est corrections. ça. Ah ouais, non, mais et encore, j'ai appris à aimer vraiment certaines parties, vraiment les grosses phases, les phases de grosses œuvres et très création où tu chamboules pas mal de choses. Mm. J'ai appris à les aimer. Je m'y mets pas avec autant d'enthousiasme que le premier jet, mais j'ai appris à les apprécier. Mais les corrections édito, quand t'arrives à juste pinailler sur les phrases, machin, c'est pas ce que je kiffe, honnêtement. C'est vrai que c'est pas. Enfin, moi je trouve que c'est pas le moment le plus marrant, mais euh, une, un certain aspect de ça me plaît bien. Parce que, voilà, j'aime bien parfois l'idée de me dire, bah tiens, comment est-ce que je pourrais arranger un peu cette phrase, nanana. Mais c'est vrai qu'après, quand je passe à la phase d'après, où vraiment tu dois traquer les répétitions, alors ça, mais ça, c'est vraiment le moment que je déteste. Le plus. Je trouve que c'est chiant, épouvantable. Donc je peux Ah oui, non, comprendre. c'est ingrat. Les corrections, c'est ingrat. Ouais, ouais, ouais. Il y a un côté effectivement. Après, On est je obligé pense de les que, faire si on veut partager nos histoires avec les lectorats. bah oui, si on veut quand même que ça se lise de manière fluide et que voilà, on bute pas sur chaque phrase quand on le lit. Bah, alors d'ailleurs, pour enfin, la petite histoire, je pense que très sincèrement, mon process d'amélioration de mon écriture tient beaucoup aussi à limiter le besoin de correction. Hmm. C'est-à-dire que alors moi j'ai un process qui est très organique, je suis pas du tout technique, je suis pas du tout plan, voilà, je suis une jardinière. Alors j'avais trouvé l'expression très intéressante en anglais, c'est la progression aux lampes torches que je fais pas mal en anneau, c'est que la lampe torche, c'est pas du full jardinière, tu marches pas full à tâtons. Tu as juste ta petite lampe torche, tu vois les deux trois chapitres à venir et le fond du couloir. Enfin, tu progresses dans un couloir. En fait, ton écriture de roman, c'est un couloir dans l'obscurité. Tu as vaguement le sorti sur la porte au bout, éventuellement au-dessus de la porte à la fin du couloir, donc tu sais vaguement la fin du couloir. Et tu as juste une petite lampe torche pas très costaud qui t'illumine un peu les prochains mètres. Donc en termes d'écriture, je sais à peu près ce que je veux faire les deux, trois prochains chapitres. Et quand j'arrive à ces deux, trois chapitres, je suis merde, qu'est-ce que je fais après? Donc je suis obligée de me poser et de réilluminer les deux, trois prochains chapitres pour arriver à avancer. Hmm. Mais ça C'est pas reste du angoissant? jardinage pour moi. C'est pas angoissant? Non, ça va. Non. Tu te dis Non, non, je jamais, connais je vais vaguement me ma retrouver dans une destination. situation totalement indémerdable et au bout d'un moment, je saurais plus où ça va. Non, bah oui, mais j'ai dit que j'aimais la contrainte, donc C'est vrai. C'est vrai, non, non, effectivement. il n'y a rien de plus satisfaisant que d'avoir une situation extrêmement contrainte et d'avoir une solution. Et plus ta situation elle est contrainte, et plus ta solution est créative, et plus c'est créatif, et plus c'est Ouais, satisfaisant intellectuellement et mentalement. ouais, je Mais comprends. du coup, voilà, la façon dont le fait d'avoir travaillé énormément de nouvelles aussi m'a fait beaucoup travailler la forme parce que ben j'ai corrigé beaucoup de textes
j'écrivais les textes, je les postais sur des forums d'écriture, j'avais des bêta-lectures, je les corrigeais. Sur des textes courts, les bêta-lectures vont volontiers dans le détail de la forme. Donc j'ai énormément travaillé mon style et la forme de mon écriture pendant cette période où je faisais énormément de nouvelles, parce qu'à un moment donné, j'ai décidé que j'arrivais pas à placer mes textes et je me disais, ben, je vais écrire tellement de textes et je vais tellement noyer tout le monde de textes qui vont finir par me dire oui à force d'avoir ma gueule partout. Je m'étais fait un challenge, un mois, une nouvelle. Enfin, voilà, j'ai jamais réussi à faire les 12, mais pendant 2-3 ans, j'ai écrit 9-10 nouvelles par an. Donc Et j'ai est-ce que tu bien penses que tu as carburé. eu les éditeurs à l'usure? Est-ce que tu penses que ça a marché? Non, non, je pense que c'est surtout qu'à force de bosser comme une forcenée et de corriger tous ces textes, j'ai fini par level up suffisamment la qualité de mes textes pour que les gens les trouvent assez bien. Mais voilà, incidemment, ça m'a fait énormément travailler le texte, ça m'a fait énormément travailler la forme. Comme j'ai un fonctionnement organique, j'intègre. J'intègre beaucoup les choses, j'intègre beaucoup les corrections. Au bout d'un certain nombre de fois, j'intègre. Et mes premiers jets sont plus. Alors, je n'irai pas prétendre que je peux publier mes premiers jets en l'état, hein, ne me faisons pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais pour en avoir discuté avec des personnes qui m'ont alpha lu sur plusieurs manuscrits et qui trouvent que mes premiers jets sont de plus en plus propres, que mes premiers jets d'aujourd'hui ressemblent à mes V2 d'il y a quelques années. Euh, Comme j'aime pas les corrections, je limite au maximum les corrections en essayant de faire les premiers jets les plus propres possibles, mais pas en me prenant le chou à réfléchir 3 plombes à ma prochaine phrase, mais en intégrant, et c'est très difficile à partager comme méthode, hein, parce que j'ingère tout et j'intègre tout et ça ressort de façon organique. Et si je suis dans le flou, si c'est fluide, ça coule bien, ça coule propre, ça coule. Mais c'est le métier en fait, hein, clairement. Hmm. Ouais, Et donc non, plus ça va, et moins il y a de corrections sur particulièrement les nouvelles. Pour le coup, les nouvelles, mis à part quand des fois on se foire, hein, donc des fois il y a un gros problème de fond, mais voilà, c'est pas. J'essaie de faire systématiquement relire mes textes, mais si j'ai pas la possibilité de faire relire une nouvelle et que je dois la corriger toute seule avant de la soumettre, ça m'affole plus maintenant. ah, et puis je pense qu'il y a aussi quand même, plus on écrit et meilleur on devient. Donc Oui, c'est il le y a métier. ça aussi, Mm, c'est mm. C'est le que métier qui rentre, hein. c'est le craft, quoi. C'est-à-dire, comme tu disais, tu parlais de craft, j'aime bien cette notion. Euh, c'est comme, bah, à force de peindre ou de dessiner, voilà, on va devenir meilleur. Et en écrivant, c'est pareil. Après, parfois, je pense que là-dessus, il faut être réaliste aussi. On n'avance pas tous au même rythme et très certainement qu'on ne va pas tous s'améliorer euh, au même rythme que les copains à côté, quoi. Mais Oui, oui, oui. quoi qu'il en soit, bah, plus on écrit, meilleur on devient. Ça me paraît inévitable, même si bah, peut-être qu'on n'est pas satisfait de son propre rythme. Après, je pense que, alors, je pense qu'effectivement, plus on écrit, plus on travaille et plus on s'améliore. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent aider à avancer plus vite. Mm. Euh, je le vois, forcément, j'ai passé des années sur des forums d'écriture. J'ai été jeune autrice, maintenant je vois les jeunes auteurs, les jeunes autrices. Et les deux choses et les deux marqueurs les plus importants pour les progressions vite, c'est déjà d'avoir de l'aide. Clairement, avoir des pairs qui relisent tes textes, Mm. ça te permet pas d'améliorer des choses que tu n'aurais pas améliorées seul, mais ça te fait prendre un espèce d'accélérateur en fait. Au lieu de galérer pendant des années pour te rendre compte de toi-même que bah, y a ça et Oui. ça a changé, bah, les personnes te mettent le nez dans le caca et tu le vois beaucoup plus vite et tu améliores beaucoup plus vite les problèmes. Et effectivement, je trouve que je me suis améliorée relativement vite, mais j'ai vu des camarades faire des progressions en flèche exponentielle où tu es là, tu fais, mais non, tu es censé galérer en fait. Pourquoi tu Tu es censé réussis? galérer comme moi, Tu qu'est-ce vas que te tu calmer en fous? fait. C'est ça. Mais qui ont publié très vite du coup et puis il y a aussi la capacité d'écoute parce que clairement typiquement les jeunes autoristes qui débarquent en disant qui veulent juste entendre chanter les louanges de leur Ouais. travail, qui se braquent et qui veulent pas entendre les critiques qu'il y a à faire sur leur texte. C'est dommage en C'est pas des plus. autoristes qui progressent et Ben non. c'est dommage parce que personne leur dit c'est de la merde et les gens qui prennent le temps de leur faire des retours le font parce qu'ils trouvent qu'il y a du potentiel en fait, hein. C'est Oui, pas d'ailleurs, c'est très rare euh, qu'on dise à quelqu'un c'est de la merde. Hein, quand même. Ça, c'est faut ça. le dire. On ne dit pas aux Oui, oui, gens c'est de oui. la merde. En Après, général, on dit gentiment voilà quand. que sur des choses, il y a des problèmes, etc. Et bon, c'est quand même très rare aussi qu'un texte soit de la merde.
Non, Donc, non, bah, c'est plus, bon, c'est plus l'approche des autoristes qui vont bloquant quand tu as des approches du type ne touche pas à mon génie littéraire, ouais, ne voilà, corrige pas ça, la moindre virgule. ça c'est bon pour personne. C'est c'est- C'est bon c'est pour pas personne, ni pour promoteur, l'aider. c'est pas promoteur d'un travail de qualité à terme et peut-être qu'à force tu finiras par publier parce que c'est marrant ce genre d'attitude est plus souvent par des auteurs que des autrices. Et peut-être que tu finiras par publier parce que ben, le milieu éditorial est quand même biaisé en ta faveur, mais c'est comme ça qu'on stagne en fait. Et Oui, et ce, quel que soit son niveau. mon- C'est-à-dire que tu peux très bien voilà, avoir commencé dans l'humilité pour prendre le melon ensuite. Ce moment où tu vas décider que tu es un génie et que c'est bon, ben voilà, là tu cesseras de ah bah, t'améliorer, quoi. Et c'est dommage. clairement, moi j'ai beaucoup de peine. J'ai eu entendu de certains auteurs très connus, on ne fait pas on ne dirige pas un machin, on ne dirige pas un truc. Sous-entendu, les auteurs en question, personne ne leur fait de direction littéraire parce qu'ils sont trop, Ouais, ben c'est à ce ils moment-là pètent qu'ils du sortent de la merveilleux merde, hein. visiblement. Et moi, ça me fait beaucoup de peine parce qu'au final, en fait, à révérer dans le merveilleux de leur talent intellectuel et à les conforter. Et déjà, tu vois que ces personnes se commencent à tomber effectivement dans ce je suis merveilleux, tout ce qui sort de ma bouche est merveilleux. Et voilà. Et puis, tu te rends compte effectivement que leur travail n'évolue pas. Donc, tu as des personnes qui font des putains de bouquins, mais qui stagnent après et qui te ressortent tout le temps le même bouquin. Et puis, au bout d'un Bah moment, oui. bah. Voilà, et c'est pas rendre service à un auteur ou à une Ouais, autrice, je suis d'accord. même très connu, même qui a beaucoup vendu, de décréter que bah, cette personne, elle écrit tellement bien que bon, ça se fait pas de faire de la direction littéraire de cette autrice qui est trop merveilleux et qui pète des arcs-en-ciel de toute évidence. Euh, voilà, et moi, quand je l'ai entendu dire d'un auteur, j'étais là, genre, mais c'est triste en fait. Moi, Ouais. je trouve ça triste. C'est-à-dire que personne ne le pousse dans ses retranchements pour améliorer son travail et qu'on a décidé que ça y est, il était au top de son art et que, Alors que ça ben voilà, n'existe maintenant il pas, va. ça n'existe pas. Moi, je trouve que, enfin, à mon C'est sens, dommage. tu peux devenir très 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 bon, mais normalement, même les très 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 bons, et c'est encore plus vrai dans le dessin et la peinture, qui est le milieu d'où je viens, euh, bah même quand t'es très très haut dans cette échelle, tu sais que t'as jamais fini de t'améliorer. Et moi, nombre de fois, hein, j'ai entendu des gens dont j'admirais le travail dire mais moi quand je regarde tel ou tel je me dis que je suis pas encore assez bon et que je dois continuer à travailler parce que je suis pas encore au top et que voilà quoi. Et je pense que ça c'est la bonne attitude parce que ben t'as jamais fini de t'améliorer. Hmm. Ça n'a pas de Il y a fin. toujours des challenges à relever, il y a toujours. Après, il faut savoir dire, bon là, j'ai fait le mieux de ce que je peux faire là Oui, à cet instant. tout à fait. Clairement, tous mes ouvrages, c'est ça, hein, j'ai fait le mieux de ce que je peux faire à l'instant T. Maintenant, si on me redonnait, si je devais ressortir Les baleines en poche, par exemple, euh, j'aurais envie de mettre le nez dedans pour le retravailler avant. Oui, moi je Parce comprends que tout le à bouquin, fait, mais il a 5 ans, mon écriture a évolué, mes intérêts ont évolué, mes thèmes ont évolué. Euh, quand et tu finis un aujourd'hui, il me livre, ressemble. après, tu te dis, Voilà, si je bah, le le publie prochain aujourd'hui, sera il me encore mieux, ressemblerait. et ainsi de suite. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire que tu renis tes anciens ouvrages, parce qu'au moment où tu les as sortis, c'était le meilleur bouquin que tu pouvais sortir à ce moment-là. Tu en Mm, étais fier, il faut en rester fier, oui, tout en sachant que bah, depuis, tu as progressé et que si aujourd'hui, pour une raison X ou Y, tu pouvais remettre la main dedans, bah, tu serais peut-être très tenté de le retravailler et peut-être que je le retravaillerais. Et je pense que quand j'étais lectrice, c'était quelque chose que je comprenais pas, les éditions revues, ouais. les auteurs qui republiaient peut-être chez un autre éditeur, ou c'est une édition revue. Et moi, ça me perplexifiait parce que moi, en tant que lectrice, ça me faisait un peu chier, tu vois, de me dire, bah ouais, mais du coup, c'est Oui, pas la c'est même version frustrant. que moi j'ai lue, Oui, mais c'est elle est frustrant. probablement pas assez différente pour justifier que je le rachète, mais ça me faisait chier parce Ouais, qu'il je y avait comprends. plusieurs versions de l'histoire, en D'un point fait, de qui vue lecteur, existaient. je comprends complètement. C'est ça. Mais d'un point de vue d'autrice, je peux comprendre.
Et D'un oui, point de vue d'autrice, je peux comprendre tout à fait. que si ton bouquin il ressort chez un autre éditeur et que tu as l'opportunité de remettre à plat et de refaire un travail édito dessus, il y a peut-être des choses que tu changerais. Voilà, il y a des Ouais. choses que je changerais dans tous mes bouquins si je pouvais les reprendre. Alors, je les vois probablement moins sur le Golem qui vient de sortir que sur le recueil de nouvelles ou les baleines qui ont 6 Oui, mais et c'est parce que 5 c'est ans récent. respectivement. C'est Mais un titre qui est récent. Il est sorti quand? Cette année, non? le Golem, il est sorti en avril. Voilà. Mon C'est un- premier vrai jeunesse pour le coup. Ah Mais oui, oui, c'est voilà, je trouve que ce serait un peu osé de te demander d'avoir du recul sur quelque chose qui est aussi récent. Mais après, c'est normal, et ça me paraît normal que tu aies du recul sur des textes qui sont sortis il y a quelques années et voilà, et que tu peux regarder en te disant ah oui, bah, il y a peut-être des passages que j'écrirais différemment, ou voilà, je ferais pas forcément les mêmes choix narratifs ou, ou lexicaux. C'est logique. Oui, puis certains ouvrages ont des historiques et des histoires qui sont associées à Mm, l'écriture. Voilà. Voilà. Les baleines ont été assez influencées par une personne qui m'a falisé à l'époque et qui m'a qui m'a un petit peu phagocyté mon ouvrage. Donc ça fait déjà plusieurs années que je sais que si je le refaisais, je le referais différemment parce que je le mm, referais à 100% comme moi j'aime raconter des histoires. mm. Et c'est un chouette roman, il a beaucoup de retours positifs. Je sais qu'il est apprécié, il a une belle vie édito, mais Et la couverture est très il est belle. pas. La couverture est très belle. Il n'est pas à 100% ce que moi j'aurais raconté déjà à l'époque. Donc lui, il a une histoire particulière aussi là-dessus. Voilà, il y a des ouvrages où QA Point a eu énormément de retours de chroniques. Mm. Donc là aussi, tu as le côté, ben, tu as eu tous les retours critiques et tu regardes les retours critiques et à un moment donné, tu as des choses qui vont revenir et tu te les lis et tu dis, peut-être qu'ils ont raison sur tel et tel point. Mm. Bon, une fois que le bouquin est publié, il est publié, mais quand tu écris la suite, Oui. tu dis, bah, je vais en tenir compte de telle et telle critique parce que je trouve qu'elles sont justifiées et qu'ils ont raison et je vais faire attention à ça sur la suite. Mm. Mais en tout cas, ouais, je pense que c'est bien aussi de dire que il faut rester fier de ce qu'on a fait et que c'est un peu comme voilà comme une photo prise à un moment donné de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on se sentait capable de faire, mais que ben voilà au fur et à mesure on monte la barre et on essaie de repousser nos limites, quoi. Et de Ouais, dire, bah, parce le que de toute prochain façon, sera encore mieux, etc. etc. sinon tu publies jamais rien, hein. J'ai connu à l'époque une camarade qui, pareil, avant que je sois publiée sur le même forum d'écriture, elle en était à sa V10 de son bouquin. Oh mon Parce dieu. qu'à chaque fois qu'elle finissait, elle avait tellement évolué entre-temps que... Enfin, elle a tellement évolué. Elle était jamais satisfaite. Donc elle recommençait, elle remettait sur l'ouvrage. Et tous les gens qui avaient lu des extraits le trouvaient génial, son truc. Et honnêtement, je pense que il était très publiable en l'état, mais elle était tellement éternellement satisfaite qu'elle le remettait sur l'ouvrage. Et ça fait des années que j'ai plus de ses nouvelles. Elle est un petit peu déconnectée de la communauté d'écriture. Et, et elle l'a jamais sorti. Et ça m'étonnerait pas si demain elle venait me parler, si elle me disait qu'elle en était, elle avait 20 depuis en fait. Ah, C'était, le niveau de frustration doit être incroyable. mais c'était vraiment une éternelle insatisfaite, hein. C'était level quand elle mettait ses textes en relecture, parce qu'elle écrivait quelques nouvelles aussi. Quand elle mettait ses textes en relecture, si les bêtas lui complimentaient son texte, elle se disait que non, mais ils sont bêtes, les bêtas, il est pas bon le texte. Enfin, c'était vraiment, elle était à un T'as niveau aimé, quand mais t'es même con ou quoi? assez costaud. Ah non, mais c'est ça. Donc, Ah oui, mais là, faut aimer se faire du mal quand même. Là, quand même. gros niveau d'insatisfaction et gros manque de confiance en elle aussi, je pense, sur son travail. Ce qui est dommage, hein, parce qu'elle faisait des choses vraiment très très chouettes et c'est une voix qui aurait été chouette d'avoir sur les étagères, mais je suis pas sûre qu'on en ait plus un jour de son travail. Ce qui est dommage. Ah, écoute, on ne sait jamais, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Écoute, tu Oh, pourrais être je le surprise, on ne sait souhaite. jamais. Mais Ouais, ouais. ouais, oui, ça, c'est difficile. Être aussi insatisfait et vouloir. En fait, je pense que c'est aussi le fait de vouloir quelque chose de parfait.
Ça, Mm, mm. c'est quelque chose qui va sans arrêt t'empêcher d'aller au bout de quelque chose. Mais je peux comprendre. Mais ça doit être terriblement frustrant et difficile à vivre. Parce que Ouais, je il faut, pense il faut que... savoir admettre que c'est arrivé à admettre en fait que le manuscrit que tu mets, le bouquin que tu mets, tu donnes au lecteur ou lectrice n'est pas forcément le meilleur bouquin qui soit possible de faire. Parce qu'effectivement, tu pourrais travailler toute ta vie dessus et l'améliorer à chaque passe et t'en finirais jamais. mm, c'est le meilleur à Et l'instant T. c'est ça, te satisfaire que c'est le meilleur bouquin à l'instant où tu le publies. Ouais, ouais. Sinon, tu publies jamais rien. Sinon, ouais, tu finis jamais rien. Et ça, c'est dommage, parce que tu te dis, ah ouais, mais il y a tellement... Je pense que c'est ça, moi, qui me pousse en avant, c'est de me dire, il y a tellement de choses que j'ai envie de raconter, il y a tellement d'histoires que j'ai envie d'écrire. Donc, du coup, ça me donne envie de terminer ce que je suis en train de faire. Oui, bah, à un moment donné, c'est vrai que moi, comme j'aime pas les corrections, j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai pas envie de m'éterniser plus que possible sur un projet. Ça, J'ai optimisé tout mon processus de correction et optimisé pour que j'ai le moins de passes à faire possible, pour faire le meilleur travail possible en aussi peu de passes que possible. Donc voilà, tout tourne autour de moins de corrections je fais, mieux je me porte. je retiens ça de Je, toi. Elodie je Serrano sais. optimise au maximum. Voilà, Bah, optimisation. je sais que certains dans le milieu considéraient que, enfin, j'ai déjà vu des opinions de ce genre dire que ah, si tu fais pas au moins un temps de correction, ton bouquin il sera forcément mauvais. Non, ça C'est veut toujours rien un peu dire. culpabilisant quand tu es là. C'est pas facile hein, quand tu es jeune autoriste hein, dans ce milieu Ouais, je parce que tu as comprends. tout le monde et Tout le des monde donne un conseils à la avis, hein. con un peu Ouais. partout. Hein, c'est fatigant. C'est très très fatigant. Je me suis fightée avec quelques personnes plus ou moins influentes quand j'ai essayé encore d'ouvrir ma gueule sur le sujet. Mais du coup, bah toi, quand tu es jeune, quand tu publies, quand tu as une biblio qui commence à ressembler à quelque chose, tu peux avoir suffisamment confiance en toi pour jeter ce genre de choses de côté, de la même façon que tu as suffisamment confiance en toi quand tu tombes sur une mauvaise direction littéraire pour dire fuck tes retours et puis si tu Mm, veux pas comprendre, je reprends mon texte et je me casse. mm. Mais, mais c'est pas facile quand tu es jeune autrice de t'entendre dire En bah, ta même façon de temps, faire, elle produit de la merde. Le nano est très décrié par rapport à ça. Avec le recul, je me rends bien compte que c'est des gens qui sont un petit peu envieux des personnes qui arrivent à suivre un rythme nano et qui, se disent ouais, mais moi au moins je fais pas de la merde comme les gens qui écrivent leurs romans pendant le nano. Et mais c'est l'ironie, tellement c'est que, débile. comme on parlait tout à l'heure du milieu de l'imaginaire qui tape sur les plus faibles des leurs, bah au sein même du milieu du nano, donc des gens qui se prennent dans la gueule que quand ils font un nano, ils écrivent de la merde, bah chez ces mêmes personnes qui vont tracher les quelques forcenés, parce que, bon, moi je considère que c'est des forcenés qui écrivent le nano en 24 heures. Et ils trashent ces personnes en disant bah c'est forcément de la merde écrit en 24 heures. Alors qu'il y a beaucoup de coquilles, je veux bien le croire, mais de la merde, faut peut-être pas exagérer. Mais après, c'est toujours une question. Chacun a une façon de fonctionner différente. Moi, je me dis, ben, si tu arrives à écrire un bouquin en 2 jours, hein, c'est extraordinaire. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que je pense que ce qui compte pour moi dans ce cas de figure, c'est de dire, ben voilà, il faut être sûr qu'après, tu prends le temps de relire, de vérifier que voilà que l'histoire se tient, que voilà, j'en sais rien, tu fais relire à des gens, voilà, parce Je, que pen- je- derrière, je Je pense que c'est pas, il n'y a pas un absolu de la qualité vient de telle et telle méthode, bah non, mais il y a un individuel. C'est-à-dire que ma qualité à moi va venir de telle et telle méthode. Et je sais que de moi, ton si je veux faire de la process, qualité, il faut que je fasse telle et telle méthode. Et si j'essaie de faire d'une autre façon, je vais ça produire de la marchera merde. pas, voilà, Et, bah et oui. la façon qui, moi, pour moi, va produire de la qualité ou de la merde ne sera pas la même chose pour toi ou pour tel autre auteuriste. Parce que moi, produire d'une certaine façon, c'est optimisé, c'est comme ils disent en anglais, tailored, Mm, c'est fait pile à la mesure de mon cerveau, c'est fait à la mesure de mes besoins intellectuels, de mes mm. capacités cognitives, de mes fonctionnements cognitifs.
Oui, C'est ça, oui. alors je le vois j'ai un travail, assez pointu, je suis dans l'industrie, pharmaceutique. Côté réglementaire, on a besoin d'être pointu, on a besoin d'être rigoureux, on a besoin de choses sans faute. Oui, Et ça m'échappait de me dire: «Mais comment tu peux produire un truc sans erreur sans te relire?» Ça m'échappait parce que moi j'ai un TDAH, je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas oui. produire quelque chose sans erreur sans me relire et même en me relisant, il y aura forcément des erreurs parce que c'est mon cerveau, il est comme ça. Et j'avais des gens dans mon équipe qui ne se relisaient pas et il y en avait, elles se relisaient pas, c'était une erreur de leur part. Elles avaient besoin de se relire et il y en avait qui se relisaient pas et il y avait absolument aucun souci et elles produisaient strictement la même qualité que moi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire ou ne pas faire d'une certaine façon. Et c'est pas Mm. parce que toi, si tu faisais comme eux, tu ferais de la merde, ça veut dire que c'est une mauvaise technique. C'est une mauvaise technique pour toi. Mais il y a beaucoup de gens dans le milieu qui considèrent qu'une mauvaise technique pour eux, c'est une mauvaise technique pour tout le monde, et qu'une bonne Ah oui, technique c'est pour ça, eux, c'est une ouais. bonne Ouais. technique pour tout le monde, et qui se mettent à tracher tu vois, de se relire, je serais pas forcément Ré- je serais pas forcément accrochée sur il faut absolument se relire parce que je sais il y a des autoristes qui ont un fonctionnement qui leur permet de ne pas se relire. Je connais un auteur, j'en avais discuté avec lui. Moi, j'écris mon premier jet, je laisse poser. Plus je laisse poser, mieux j'ai les yeux en phase des trous pour le corriger. Je le corrige, machin, je fais relire, je recorrige. Lui, il travaille très lentement, mais vraiment, il met 3 plombs à écrire un bouquin parce qu'en fait, il écrit un chapitre et il le polit jusqu'à qu'il en soit satisfait avant d'écrire le suivant. Mhm. D'accord. Euh, il est publié, il a écrit plusieurs bouquins, des bouquins qui marchent super bien, qui sont encensés. Pareil, je donne toujours pas de nom parce que comme c'est des histoires qu'on se raconte en off, je balance personne, même si en soi c'est pas balancé, mais et sa technique fonctionne pour lui. Pour moi, ça serait un enfer. Et ça Ah produirait pas un oui. truc de qualité parce que j'aurais pas de cohérence de tout Ah, si puis tu serais j'écrivais en comme ça. souffrance. Tu serais en souffrance dans cette méthode. Et puis il y aurait pas de cohérence à mon tout parce qu'il y aurait trop de temps qui s'écoulerait en fait. Ouais, ouais. Mais ça marche bien pour lui. Et du coup, il se relie pas dans l'absolu une fois qu'il a fini son premier jet, une fois Ah qu'il met le oui, point fin, ah oui, il parce qu'il l'envoie a, direct il à l'a son déjà. éditeur. Ah oui, mais parce que Il là, l'envoie direct à son... il a déjà beaucoup relu chaque chapitre en fait, et que du coup, Mais ça du fait coup, forcément un tout cohérent à la fin. chaque personne a un fonctionnement différent et a un hommage différent aussi pour son fonctionnement. Parce que des fois, tu vas dire que tu te relis pas parce que t'as pas l'impression de te relire selon l'acception commune. Mais en fait, si on creusait, peut-être qu'en vrai, tu te relis effectivement, Hmm, mais tu t'en rends pas compte parce que tu ouais. le fais d'une façon que t'as pas l'impression d'être en train de te relire. Il y a vraiment, voilà, moi, c'est bien un truc qui m'a séché sur les conseils d'écriture. Parce que moi, j'ai un fonctionnement qui est très organique, qui me convient très bien, mais qui tombe souvent dans les choses on aime bien tracher dans le milieu, comme étant forcément des choses producteurs de merde. Voilà, ce qui est super pour la confiance en soi, hein, c'est génial. Ouais. Et même quand tu es publié, tu dis, ouais, bah du coup, je publie de la merde. Enfin, s'il savait que je l'écrive comme ça, il dira, bah c'est pour ça que c'est de la merde tes bouquins. Oui, bah, Donc, enfin, c'est je suis génial. désolée, mais à partir du moment où c'est publié, autant, bon, voilà, moi je suis pour beaucoup auto-édité. Je comprends très bien qu'il y ait des tas de gens qui disent ouais, les gens auto-édités, ils font de la merde, parce qu'effectivement, bah, y a que nous, on décide de ce qu'on fait, on dépend Mm. de personne. Euh, alors que bon, bah, je suis désolée, mais quand tu es chez un éditeur, normalement, cet éditeur est gage de qualité. Il t'a choisi. Il Et a c'est là retravaillé ton texte. Si quelqu'un va dire ah bah ce texte c'est de la merde, bah c'est un peu insulter l'éditeur quand même. Hein. Et c'est là que la ligne d'arrivée se déplace constamment. Au début, si c'est publié par un éditeur, il y a quelqu'un qui a dit c'est de la qualité. Après, ça va être ouais, mais si c'est un petit éditeur, au final, est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait? Donc la ligne Ah, d'arrivée suivante, c'est si publié chez un éditeur suffisamment gros pour diffuser, distribuer en librairie. Je suis sûre que tu peux trouver des gens pour dire que QA Point est un mauvais roman. Je sais qu'il y a des gens pour dire que QA Point est un mauvais roman. oui, mais alors après. Il y a une chroniqueuse fort bien connue dans le milieu pour être pas super sympathique qui a littéralement appelé mon éditeur pour lui dire que c'était de la merde. Ah ouais, Euh, carrément. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc, il y a des gens qui l'ont trouvé mauvais parce que tu trouveras toujours des gens pour trouver un bouquin mauvais. Donc, la ligne d'arrivée suivante, ça va être si tu as reçu un prix, ton bouquin, il est forcément bon. Puis Oh la ligne non, ça d'arrivée c'est suivante, tellement ça va être faux. oui, mais alors il faut que ce soit un prix remis par un jury parce que si c'est un petit prix du salon de trifouiller les oies, c'est pas un... La ligne d'arrivée se déplace toujours.
Elle Oui, se mais ce que je déplacera veux dire, c'est toujours que et tu auras toujours des personnes pour décider qu'ils sont les seuls garants de ce qui est un bon ou un mauvais oui, livre. non, mais ça, c'est pas Euh, les gens qui décident qu'ils ont la vérité vraie. On sait que bon, hein, voilà, c'est pas, c'est en général pas vrai. non, Mais ce que je veux mais dire, c'est que quand il y a quelqu'un d'autre dans le process qui va dire, moi, je prends ce projet, il me plaît. À ce moment-là, tu ne peux déjà plus dire que c'est intégralement de la merde. Parce que ce projet, il a plu à quelqu'un, à un moment donné, quelqu'un qui dit, bah voilà, moi je pense que ce projet peut toucher un lectorat. Et à partir du moment où, bah, effectivement, ce projet touche un lectorat, bon, ben, tu te dis, toi perso, en tout cas, tu te dis, bah, quand même, je peux pas dire que c'est intégralement de la merde. J'ai quand même. Ou alors, bon, mon lectorat ne lit que de la merde. Dans ce cas-là, je ne sais pas, est-ce qu'on peut se complaire comme ça dans une espèce de d'ambiance merdique tous ensemble? Peut-être. On pourrait le faire de bah, manière réjouissante. c'est pour ça qu'il y a la petite voix, c'est pour ça ce qu'on parlait tout à l'heure sur le fait que l'angoisse est toujours là, parce que la ligne d'arrivée se Eh déplacera oui, je toujours. comprends très bien. Moi, j'ai une petite voix qui est très informe, mais effectivement, à l'époque, elle t'aurait dit, ben, une fois que je suis publiée, mon travail, il est validé. Puis après, ça a été, ouais, mais c'est un petit webzine en ligne qui a même pas corrigé la nouvelle. Bon. Ensuite, ça a été, ah, j'aimerais bien avoir une publication papier. Et puis après, ça, j'aimerais bien avoir une publication avec un peu de visibilité, Mm, de basesse, comme ils disent en anglais, un peu classe. Voilà, et pareil, j'ai publié un roman, et publié un titre avec mm. mon nom, et puis publier chez un Eh éditeur oui, plus gros, et avoir des prix. Et la ligne, elle se déplace toujours. C'est pour ça que la petite voix, elle est compliquée à contrôler, parce que la ligne va toujours te dire, c'est dur, oui. oui, mais il y a des gens qui disent que, mais oui, il y a des gens, et puis, ben oui, on sait qu'il y a des gros, très gros éditeurs qui publient des choses un peu sans trop regarder ce qu'ils publient, parce qu'il faut remplir les étagères, et qu'il y a des trucs dont unanimement les gens trouvent que c'est mauvais et qui sont publiés, et qu'il y a des trucs, tu te demandes si la direction édite au-dessus ou Ah, on n'a jamais dit que le système ne dysfonctionnait pas. c'est ça. Mais comme le système peut dysfonctionner, Oui, la petite voix, elle est là, elle dit ouais, mais peut-être que le oui, système il a dysfonctionné pour toi. oui, je comprends. Je comprends. Donc voilà, c'est Et c'est compliqué. difficile, ouais, c'est difficile. Bon, allez, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très, très, très chouette. Je suis très contente d'avoir discuté de tout ça. Un petit mot de la fin pour faire un petit peu de pub à ton dernier bouquin paru ou à un que tu veux mettre spécialement en avant. Euh... Alors là, tu me prends Bah, alors, si vous aimez les dinosaures, vous arrêtez pas. Rébellion saurienne, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent aux dinosaures. Alors, si vous aimez les dinosaures, allez-y parce que c'est fun et qu'il y a des dinosaures et c'est cool. Mais même si vous n'êtes pas forcément fan de dinosaures, c'est quand même une aventure très fun, très enlevée. Et ça parle un petit peu quand même d'exploitation animale en filigrane et d'expérimentation animale, et qui sont des thèmes que sans me rendre compte, j'utilise déjà depuis les baleines célestes. Mais Mm. voilà, donc donner de l'amour aux dinosaures. Il est disponible en numérique, en plus en EPUB sur le site de la maison d'édition, donc il est très facile à se procurer. Il est pas cher en numérique. On n'est pas chez un gros éditeur qui fait des prix complètement pétés sur le numérique. Ah, oui, voilà. Donc allez-y, faites-vous plaisir. En plus, par cette chaleur, ça rafraîchit toujours les idées, le space opéra. Oui, voilà. Hein, très bien, très bonne idée. Voilà, impeccable. Eh ben super. Donc les gens, achetez Rébellion saurienne et lisez-le tant qu'à faire. Bon, après vous pouvez l'acheter pour caler des meubles, mais c'est dommage. Euh, Il n'est pas assez épais pour caler des meubles, je pense que. Très bien, il faut donc en acheter 10. Achetez-en 10 si vous voulez caler des meubles. Et voilà, et offrez-les. Offrez-les. Euh, et puis dites-en du bien sur les réseaux. Voilà, il faut parler des livres qu'on aime. Ça c'est Ouais. important, ça Ah les oui, fait c'est important. vivre. Ça fait exister les ouvrages, ça fait exister les autoristes qui les écrivent. Et Voilà, parce que... ça fait plaisir Et aux ça fait autoristes aussi. plaisir. Ouais. Ça fait plaisir, ça fait taire la petite voix pendant une demi-seconde, ça fait plaisir. Ah oui, voilà, alors faites ça. Envoyez de l'amour à Elodie en lui disant que ce qu'elle écrit c'est bien et que vous l'avez aimé.
parce que voilà, on nous le dit pas assez. Alors dites-le lui. Et même, voilà, hein, aux autres auteurs aussi, mais pour l'instant, voilà, Elodie. Dites-le à Elodie. Voilà, ben c'est super, on va faire ça. On va lancer le love sur Rébellion Saurienne et espérer que ça fasse grimper les ventes hein, dans les mois à venir. Croise les doigts. Merci beaucoup, Elodie. Plein de gros bisous, plein de courage pour les projets en cours et à venir. Surtout que le Ouais, mais nano, hein, je viens de bientôt. renvoyer mes corrections édito, mes corrections édito pour la prochaine sortie. Donc là, normalement, ah non, j'ai les corrections de mon jeunesse. Bon, bref, des corrections. Ah Ouh. ben oui, mais bon, une correction finie, une correction commence. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Oui, c'est un cycle éternel. Il y a toujours un truc à corriger. Merci beaucoup en tout cas, bon courage pour la suite. Et voilà, merci beaucoup d'être venu. Et bon Mais week-end. merci à toi de m'avoir reçu. Au revoir les gens, au revoir tout le monde. Au revoir.